Bonjour à tous et bienvenue sur la conférence concernant le cursus vétérinaire. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser dans le chat et je vais les regrouper et on va pouvoir y répondre dans un deuxième temps, après la présentation. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Merci. Donc Antoine qui est étudiant chez nous et donc qui introduit cette présentation du cursus vétérinaire. On va peut-être, là il est 9h30, peut-être attendre encore quelques minutes que les personnes se connectent et puis je vous propose que dans allez, 1 ou 2 minutes on démarre, hein. Voilà, donc bon, nous sommes plus de 100 personnes. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je pense que nous allons démarrer, même s'il y a encore quelques personnes nous rejoignent. Donc, l'objectif ce matin, c'est de faire une présentation du cursus vétérinaire. Donc, moi-même, je suis le professeur Henri Château, je suis enseignant en anatomie à l'école d'Alfort. Je suis également directeur des formations. Je suis par ailleurs accompagné ce matin par Catherine Colmin, qui est avec nous et qui est la directrice de la scolarité. L'objectif étant que nous puissions, alors moi dans un premier temps vous faire une petite présentation et puis ensuite que nous puissions répondre à vos questions pendant la deuxième partie de cette séance. Euh, donc écoutez, je démarre. On a également Antoine, hein, je vous l'ai dit avec nous, Antoine qui est étudiant, donc lui aussi pourrait intervenir s'il y a des questions qui sont plus spécifiquement à destination des étudiants, il pourrait également prendre la parole. Donc, quelques éléments sur ce que nous allons donc envisager ce matin. Vous savez que pour devenir vétérinaire en France, il existe plusieurs écoles, hein, 4 écoles nationales et une école privée. Il y a plusieurs voies de concours, mais tout ceci débouche sur un seul et même diplôme, valable pour toutes les espèces et valable dans toute l'Europe, hein. Et ce qui est vrai en France, c'est d'ailleurs vrai également pour des étudiants qui iraient faire leurs études ailleurs dans un pays européen. C'est le même diplôme qui est délivré à la fin de ces enseignements. Vétérinaire, c'est une profession très large et c'est aussi beaucoup, beaucoup de métiers, de types de métiers. On pense un peu spontanément au métier de soins aux animaux, de façon assez logique, hein, puisque c'est quand même l'essentiel de ces métiers de vétérinaire. Mais il y a également d'autres métiers qui peuvent se rapporter à cette profession. C'est un peu l'objectif également, hein, aujourd'hui de vous montrer les diversités de ces métiers sur des espèces différentes. Et puis également, j'en dirai quelques mots sur des domaines auxquels on ne pense pas forcément spontanément lorsqu'on pense vétérinaire. Alors, plusieurs écoles, je vous l'ai dit, en France, hein, les écoles nationales sont répartis un petit peu aux 4 coins du territoire, avec Oniris à Nantes, Toulouse, École nationale vétérinaire de Toulouse dans le sud-ouest, et puis l'école VET AgroSup, hein, qui est l'école nationale vétérinaire de Lyon, et puis enfin l'école d'Alfort. Donc, je vais vous faire une présentation qui aujourd'hui est un peu plus focalisée sur l'école d'Alfort de façon assez logique. Néanmoins, les 4 écoles travaillent depuis des années main dans la main pour faire avancer leur programme, pour développer des choses en commun. Donc ces 4 écoles,
elles sont tout à fait équivalentes, même si vous avez choisi ce matin de venir voir la meilleure, évidemment. Mais c'est une boutade, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, hein, le diplôme est le même, quelle que soit l'école. Il peut y avoir des petites spécificités en fonction des hôpitaux de chacune des écoles, mais notre référentiel est le même et nous formons les mêmes vétérinaires. Alors quelques éléments de contexte, mais je vais aller assez rapidement, hein. L'école d'Alfort, c'est une vieille dame, hein. Elle a été créée en 1765. C'est la plus vieille école, grande école française, hein. Et puis c'est également une des toutes premières écoles vétérinaires au monde. La toute première était l'école de Lyon, 2 ans avant celle d'Alfort. Et puis très rapidement, il a été décidé d'en créer une à Paris, hein. Donc elle est d'abord à Paris Intramuros en 1765. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que c'était plus malin de mettre une école vétérinaire dans un milieu un tout petit peu plus éloigné de la ville elle-même. Et donc, d'où sa localisation ici sur les sites d'Alfort à l'époque, hein. La ville de Maison et la ville d'Alfort n'étaient pas encore réunies à cette époque-là. Donc, vous le voyez ici à la confluence de la Seine et de la Marne, avec un intérêt stratégique, hein, qui était que les animaux de rente, pour remonter en région parisienne, passaient par cet endroit-là. Et donc, c'était un site tout à fait propice à mettre en place des enseignements sur la médecine vétérinaire, fondé par Claude Bourgelat, qui est donc le fondateur des écoles vétérinaires en France. De ce fait-là, hein, c'est la seule école. Donc, je vous ai dit, Lyon a été créée un tout petit peu avant l'école d'Alfort, mais l'école de Lyon, elle a déménagé, alors que l'école d'Alfort, elle est vraiment restée sur son site depuis sa création, ce qui crée un héritage historique relativement fort, hein, et dont on est fier à Alfort, avec un très beau musée qui rassemble des collections engrangées depuis des siècles, et puis des locaux historiques, un amphithéâtre historique, une bibliothèque historique, hein. Et cet amphithéâtre, là, vous le voyez dans les années 1900, il est toujours utilisé, il a été rénové, il est bien sûr modernisé avec des techniques audiovisuelles les plus modernes, mais dans son site d'origine, ce qui est tout à fait appréciable pour l'enseignement. Voilà, donc il y a pour l'école d'Alfort donc un riche héritage historique, mais également de gros projets immobiliers qui se sont déroulés là dans cette dernière décennie, hein, essentiellement entre 2010 là, et 2020, avec la création de nouveaux bâtiments très modernes, hôpitaux, un hôpital animaux de compagnie dans les années 2009, un très beau bâtiment consacré ici, alors tout ce qui concerne les risques biologiques, hein, vous voyez, hein, pour former des vétérinaires, il faut faire de l'anatomie, il faut également faire des autopsies d'animaux, il faut faire des analyses biologiques, hein, tous ces éléments-là peuvent avoir des risques, et donc il faut des bâtiments spécialisés pour cela. Et nos étudiants sont bien sûr directement intégrés à l'ensemble de ces activités. Donc ce bâtiment, plus récemment en 2020, la création d'un hôpital pour les animaux de production. Hein, donc on a beau être en plein milieu de la région parisienne, là ici, tout le rez-de-chaussée de ce bâtiment-là, et également cette pièce-là centrale est une zone pour accueillir des animaux de production. Donc il y a des vaches, hein, en plein milieu de la région parisienne, qui nous sont amenées pour être soignées dans cet hôpital. Donc hôpital là, qui a été complètement réhabilité, et donc avec du matériel dernier cri. Ça a été produit dans les années 2020. Et enfin, le plus récent, 2022, on a reconstruit ici, en plein centre du campus, un très grand bâtiment qu'on a appelé l'Agora. Agora pour vraiment le centre de vie de l'école, avec dans cette zone alors des bureaux en l'administration de l'école, et puis également surtout une zone étudiante avec 2 très grands amphithéâtres de 230 places. Des zones de travail pour les étudiants, une salle de simulation, je vous en dirai quelques mots, et puis des salles de TP, de TD à l'étage de ce bâtiment, hein, donc équipées avec des moyens modernes, multimédia notamment, tout à fait agréables pour faire un enseignement de qualité. Donc, il y a eu, là, de façon générale, hein, l'école d'Alfort a profité de rénovation extrêmement sérieuse et profonde cette dizaine d'années pour vraiment être maintenant à la pointe de ces installations audiovisuelles et techniques. Alors, il y a une autre notion qu'il faut bien connaître sur l'école d'Alfort, parce qu'on
imagine bien son campus alforien à Maison-Alfort. Mais en fait, l'école d'Alfort, c'est 2 campus. Il y a effectivement un campus parisien, en région parisienne, et puis on a également un deuxième campus qui se trouve en Normandie à côté de Caen, hein, donc une petite ville qui s'appelle Goustranville, donc voilà, qui nous permet d'avoir là cette fois-ci beaucoup d'espace et des locaux dédiés à un hôpital qui est consacré au cheval, hein, donc toutes les activités qui concernent le cheval vont dans un avenir très proche être localisées sur cette zone. Hein. Depuis les années 2000, on a toujours eu sur ce site normand une activité clinique pour les chevaux consacrée à toutes les anomalies de la locomotion des chevaux, qui est vraiment une dominante dans cette espèce. Et puis, nous avons fait construire, je crois que j'ai quelques images, voilà, nous avons fait construire ces dernières années un hôpital, là encore, dernier cri, pour tout ce qui concerne donc la médecine et la chirurgie des chevaux, qui était jusqu'à maintenant organisé sur le site alforien et qui va donc être déménagé, transféré sur le site de Goustranville, en Normandie. Et l'ouverture est imminente, hein, puisque là, nos premiers étudiants vont aller sur le site en 5e année dès le 1er janvier 2025. Donc là, on est en train d'équiper ce bâtiment qui a été livré et tout est prêt pour accueillir nos étudiants là-bas en 5e année. Vous voyez ici d'ailleurs à droite là, les logements qui ont été créés pour pouvoir accueillir ces étudiants qui vont rester pendant leur année de A5, un mois complet sur le site normand pour participer à ces activités en médecine et en chirurgie équine. Quelques photos supplémentaires, mais je pense que je peux passer. Vous voyez les bâtiments là qui sont sortis de terre et qui sont prêts à être occupés. Alors, le site alforien, donc pour résumer, donc l'école d'Alfort pour résumer, donc c'est donc 2 sites, hein, le site parisien, le site normand. 1000 étudiants, en gros, hein, c'est voilà, un chiffre un peu arrondi, parce que, alors, nous formons des vétérinaires, mais nous avons également des promotions d'assistants spécialisés vétérinaires, hein, c'est-à-dire pour faire une analogie avec ce qui se passe en médecine humaine, en gros des infirmiers, hein, qui vont participer à l'activité de soins et que nous participons également à former, des masters, des PhD, c'est-à-dire des thèses de sciences. Hein, donc l'ensemble de ces catégories d'étudiants participent, hein, ou en tout cas sont inclus dans nos activités d'enseignement. En gros, sur le site alforien, 10 hectares aux portes de Paris, 140 encadrants pédagogiques. Je crois que je peux même mettre un peu à jour mon chiffre, il a augmenté ces dernières années. Et puis, surtout, hein, pour organiser un enseignement vétérinaire, ce qui est fondamental, c'est d'avoir des hôpitaux, hein, donc on appelle des CHUV, pour Centre hospitalier universitaire vétérinaire. Vous connaissez le terme de CHU en humaine. C'est exactement le même principe pour la médecine vétérinaire. Hein, donc, on rajoute un V. Mais la base de notre formation, c'est bien d'accueillir des animaux, de faire du soin aux animaux dans des centres hospitaliers dans lesquels les étudiants participent à l'activité pour se former au contact de nos enseignants, assistants hospitaliers, praticiens hospitaliers, qui vont donc, avec les étudiants, réaliser ces activités de soins. Alors, 4 CHUV, parce qu'on en a un dans chacune des espèces d'intérêt, donc animaux de compagnie, animaux de production, je vous en ai montré quelques images avec le nouveau bâtiment, équidés, hein, et donc notamment ici sur le site normand, et puis également un hôpital pour la faune sauvage, hein, dont je vous montrerai peut-être quelques images. Donc l'école d'Alfort, c'est plus de 40 000 animaux vus chaque année, hein, plus de 40 000 animaux vus chaque année, donc un très grand ce que les anglo-saxons appellent case log, hein, donc nombre d'animaux vus, et qui permettent une très bonne exposition des étudiants à ces cas concrets. Et puis pour faire tourner tout ce système, il faut également du personnel, hein, donc 200 membres de personnel administratif et technique qui permettent d'organiser toute l'activité. Ça pour conclure sur le fait qu'une école vétérinaire, la première mission, c'est bien sûr celle de former, hein, donc former des étudiants, donc de la formation initiale, également de la formation continue, puisque nous avons des vétérinaires qui, une fois qu'ils ont été diplômés, reviennent dans nos écoles pour se former sur des techniques
qui peuvent être un peu plus spécialisées. Donc, on va parler d'enseignement post-universitaire qu'on va organiser pour les vétérinaires pour qu'ils continuent à se former après leur sortie d'école. Donc ça, c'est la première mission, c'est la mission princeps d'une école vétérinaire. Mais vous l'avez compris, pour que cette mission de formation soit bien réalisée, il faut également exposer nos étudiants aux activités de soins. Et donc, la deuxième grande mission d'une école vétérinaire, c'est de réaliser ces soins par l'intermédiaire de ces centres hospitaliers universitaires. Et puis enfin, troisième mission qui est fondamentale, c'est la recherche. La recherche qui peut être appliquée, clinique, et qui va alimenter notre enseignement. Donc cette culture de la recherche, elle est forte à l'école d'Alfort, avec deux grands pôles de recherche. Un premier pôle qui se consacre aux maladies animales, aux zoonoses, aux maladies qui peuvent être transmises de l'animal à l'homme, et puis tout ce qui concerne le risque infectieux. Donc ça, c'est le premier pôle. Et puis le deuxième pôle, c'est la physiopathologie et la thérapie, donc les traitements du muscle, de l'appareil locomoteur, de la reproduction. Donc tout ceci étant organisé en plusieurs unités de recherche avec nos enseignants-chercheurs qui participent à créer des connaissances nouvelles et à les diffuser par l'intermédiaire d'articles scientifiques. Donc, nos grands champs d'action, c'est premièrement d'étudier les animaux eux-mêmes pour mieux les soigner, donc chercher par exemple de nouveaux traitements pour mieux les soigner. Et puis, c'est également pouvoir améliorer la santé humaine en utilisant le modèle animal comme un moyen de mieux comprendre globalement comment fonctionne et comment fonctionne le corps animal et comment le traiter, et pouvoir appliquer ces notions-là ensuite à l'homme. Vous pouvez en comprendre assez facilement le principe. Et puis également préserver la sécurité alimentaire qui est une mission princeps du vétérinaire, et je vous en dirai également quelques mots. Tout ceci donc font partie de nos grands champs d'action en termes de recherche. Alors, on va maintenant se concentrer un peu plus, maintenant que j'ai un petit peu présenté le contexte, sur comment on devient vétérinaire. Alors, vous le savez, il y a plusieurs voies d'accès, plusieurs voies de concours pour rentrer dans les écoles vétérinaires en France. Notre cursus, et on va en reparler, c'est le thème de cette conférence, est organisé en 6 années. Et on a une voie d'accès qui permet d'accéder à la première année et toutes les autres voies d'accès qui permettent d'accéder à la deuxième année. Donc, la première voie d'accès, c'est celle qui détermine le nombre d'années d'études, c'est la voie d'accès post-bac. Donc là, le concours a lieu pendant l'année de terminale, juste avant le bac, au mois d'avril. Et ce concours permet d'entrer dans une première année commune aux écoles nationales vétérinaires. Donc, cette année, elle est organisée dans chacune des 4 écoles vétérinaires. C'est un concours qui est commun. Et donc, on reçoit par école 70 étudiants par cette voie d'accès. Concours post-bac, vous savez qu'aujourd'hui, il y a également une conférence qui est organisée à ce sujet. Je crois qu'elle va peut-être se chevaucher un petit peu avec celle qui est à laquelle vous participez aujourd'hui. Mais vous savez également que l'ensemble de ces conférences sont enregistrées. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur cette voie de concours post-bac, à aller revoir le replay qui sera disponible en fin de journée. Donc ça, première voie de concours juste après au moment du bac. Les autres voies de concours sont des étudiants donc, qui sont passés par d'autres circuits et qui vont donc retrouver les étudiants qui ont suivi la voie post-bac, qui ont fait la première année dans nos écoles. Donc ces étudiants qui sont passés par ces autres voies vont retrouver les étudiants du post-bac en deuxième année, qui devient donc une année commune à l'ensemble des voies. Parmi ces voies d'accès, il y a des petites modifications ces dernières années. Si vous souhaitez qu'on en rediscute un peu, on pourra peut-être avoir des questions sur ça à la fin de la présentation. Alors, la voie historique, c'est la voie de la BCPST, c'est-à-dire de la prépa, en l'occurrence agro-véto, donc des concours qui permettent d'aller soit vers les écoles d'agronomie du supérieur, soit vers les écoles vétérinaires nationales du supérieur. Donc ça, c'est la voie historique, qui est toujours représentée. Dans les années qui viennent, on va avoir 70 étudiants qui seront sélectionnés par cette voie de concours. Et puis d'autres voies de concours. Alors,
ATB qui est un petit peu plus confidentiel, on n'a qu'un ou deux étudiants, hein, mais d'autres voies de concours qui sont les voies que l'on appelle les concours B, concours C, concours D, hein, alors qui ont été un petit peu renommés et modifiés ces dernières années. Donc là, pareil, je pourrais peut-être rentrer un peu plus dans le détail si ça vous intéresse. Hein, donc, un concours B qu'on a renommé licence, hein, tout simplement parce que ce sont les étudiants en deuxième année de licence ou en troisième année de licence qui peuvent passer ce concours. Hein, et donc, c'était plus clair de l'appeler comme ça plutôt que de garder une lettre. Donc, concours licence. Celui qui a le plus été modifié, c'est le concours C. Hein, concours C qui antérieurement voilà, était organisé en sélectionnant des étudiants venant de DUT ou de BTS et qui étaient ces étudiants, une fois sélectionnés, rentraient dans une classe préparatoire qu'on appelle l'ATS Bio et qui leur permettait de passer un concours spécifique pour rentrer par cette voie C. Il a été décidé par le ministère de séparer cette voie C en deux voies distinctes. Une voie pour les BUT, hein, donc ex-DUT qui sont maintenant devenus BUT, mais donc spécifiques pour ces BUT, qui peuvent donc passer le concours à la fin de la deuxième ou de la troisième année de BUT. Et puis une autre voie, hein, une autre voie qui, elle, est spécifique au BTS et BTSA, où les étudiants peuvent passer le concours à la fin de la deuxième année ou troisième année de BTS. Et lorsqu'ils sont sélectionnés à ce concours, ils rentrent dans une classe passerelle qui leur permet une petite remise à niveau avant l'entrée dans les écoles vétérinaires. Hein, mais le concours a lieu avant la classe passerelle et non plus après, hein, une classe prépa comme c'était le cas pour le concours C. Donc voilà les petites modifications qui ont eu lieu là ces dernières années. Et puis, enfin, concours D, je pense qu'il y a moins de personnes dans la salle qui sont intéressées par ce type de choses. Hein. C'est assez spécifique. Ça, c'est un concours qui est organisé pour des étudiants qui ont validé un master, qui viennent d'études pharmaceutiques, médicales, qui peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, revenir vers des études vétérinaires, hein, et donc qui s'effectuent à bac+5. Très, très, très peu de candidats. On a une ou deux places sur ces concours par école. Voilà pour ces éléments de voie d'accès. Je pense que je vais m'arrêter là dans la description. Alors là, sur tous ces éléments-là, si vous avez besoin de plus d'informations, vraiment l'élément fondamental, c'est d'aller voir le site internet de ce qui s'appelle le SCAV, SCAV, hein, qui est donc le site du concours commun agro-veto et qui décrit l'ensemble de ces concours, hein, puisque c'est le SCAV qui organise ces concours. Hein. Ça, c'est vrai pour tous les accès en deuxième année. Et puis, par contre, pour le concours post-bac, vous avez un site spécifique. Hein, donc là, pareil, je crois que ça s'appelle Concours Veto Post-bac. Ce site, vous le trouverez facilement sur Internet et qui vous donne toutes les informations sur la façon dont sont organisées les épreuves de ce concours post-bac. Hein. Alors, vous pourrez bien sûr me poser des questions, hein, même si ce n'est pas spécifiquement l'objet de cette session aujourd'hui, mais je pourrais néanmoins répondre à des questions s'il y en a sur le concours post-bac. Bon, alors en fait, juste un élément de contexte, hein, il y a une très très forte demande de plus de vétérinaires en France. Les écoles nationales vétérinaires se sont adaptées à ça, dans la limite, dans la contrainte quand même de pouvoir accueillir tous les étudiants dans nos murs. Hein, donc plus 50% des effectifs dans les écoles nationales vétérinaires en une dizaine d'années, hein, donc ce qui est assez énorme. Et on va arriver sur des promotions à 180 étudiants en 2025. Hein, et vous voyez ici en gros les chiffres, hein, en fonction des voies de concours. 70 étudiants qui vont venir du post-bac, 70 étudiants qui vont venir de la BCPST et 40 étudiants qui vont venir des voies, je devrais les renommer ici, hein, licence BUT et licence BUT et BTS. Voilà, alors maintenant, le cursus en lui-même, une fois qu'on est dans l'école. Alors, comment ça se passe? Donc, on a dit un cursus en 6 années. Première année, c'était uniquement pour les étudiants qui ont réussi le concours post-bac, donc voilà, qu'on va en fait amener progressivement vers le supérieur, donc organiser une année de transition entre le lycée et le supérieur.
Et puis ensuite, deuxième année, ben, les étudiants des autres voies rejoignent ceux qui étaient déjà dans nos écoles via le concours post-bac, et on arrive dans un tronc commun. Tout le monde se réunit. Ce tronc commun, il dure donc, vous voyez ici, 4 ans, hein, de la deuxième année à la cinquième année. Et ici, dans ce tronc commun, eh bien, nos étudiants doivent être formés à l'ensemble des facettes du métier de vétérinaire. On l'a dit, hein, vétérinaire, ce n'est pas uniquement le soin des animaux, il y a d'autres aspects. Et donc, il faut que tous ces aspects soient abordés, de même que toutes les espèces sont abordées dans ce tronc commun. Hein. Même si on a si on sait on a très envie de soigner uniquement des chevaux, ben néanmoins, on va se former sur toutes les espèces et le diplôme sera valable pour toutes les espèces, ce qui permet ensuite des reconversions, hein, dans la suite de la vie professionnelle. Et donc, ce qui est très appréciable d'avoir cet enseignement, hein, et cet apprentissage global qui permet ensuite de diversifier. Donc ça, c'est le tronc commun. Et puis ensuite, en sixième année, là, il y a une année qu'on qualifie d'année d'approfondissement, où les étudiants peuvent sélectionner justement là, pour le coup, une espèce. Donc aller un peu plus loin, soit sur le soin aux chevaux, le soin aux animaux de compagnie, le soin aux animaux de production. Et puis on le verra également, hein, d'autres voies d'approfondissement qui peuvent être vers la recherche, qui peuvent être vers l'industrie, qui peuvent être également vers les métiers de tout ce qui concerne la sécurité alimentaire notamment, et puis également donc la santé publique vétérinaire, qui sont une des voies d'approfondissement. Et à la fin de la sixième année, les étudiants passent une thèse d'exercice, hein, donc une thèse qui permet d'obtenir le diplôme d'état de docteur vétérinaire, et c'est ça qui va donc leur donner le diplôme final. Vous voyez qu'entre la cinquième année et la sixième année, il y a également un diplôme qui est fourni là, qui s'appelle le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, donc celui qui clôture le tronc commun. Hein. Alors, il est important ce diplôme parce qu'il permet pour nos étudiants, à partir de la cinquième année, dès qu'ils ont reçu ce diplôme, de commencer à pouvoir faire avoir des métiers d'assistants vétérinaires. Donc, ils peuvent commencer à travailler avec des vétérinaires et toucher un salaire pour ce métier de vétérinaire, qui, vous le savez, est une profession réglementée. Hein, donc, il faut, pour pouvoir faire du soin aux animaux, à respecter un certain nombre de règles et de règlements. Si je reviens un petit peu sur le tronc commun, ce tronc commun, il va s'organiser avec un crescendo, hein, une organisation où on va être de plus en plus tourné vers la clinique. On se doute assez logiquement que le début du cursus, on a besoin d'éléments un peu fondamentaux. Et puis, petit à petit, on va aller de plus en plus vers des éléments cliniques. La cinquième année étant une année, vous voyez, je vais marquer ici entre guillemets, toute clinique, c'est-à-dire que là, en cinquième année, on sort des amphis et des salles de TD. Les étudiants leur formation se passe dans les hôpitaux universitaires, hein, et donc c'est vraiment l'accompagnement en faisant du soin à l'animal qui permet l'apprentissage. Ça c'est donc ce qui se passe pendant le cursus de formation initiale. Et puis, vous voyez que j'ai rajouté des flèches derrière parce que quand on sort, lorsqu'on a obtenu le diplôme d'état de docteur vétérinaire, on peut continuer à se spécialiser. Hein, alors, notamment, je vous en dirai quelques mots, par des internats, des résidanats. Hein, donc, la sixième année, on choisit une espèce, et puis après, à la suite de ça, on peut aller même un peu plus loin dans des disciplines dans lesquelles on souhaiterait se spécialiser. Hein, donc, des études qui peuvent se prolonger éventuellement ou sur lesquelles on peut revenir plus tard, une fois sorti d'école, si on veut se spécialiser de façon un peu plus importante dans certains domaines. Néanmoins, cette spécialisation, il faut bien retenir ça, elle n'est pas équivalente à la spécialisation en humaine. C'est-à-dire qu'en vétérinaire, on n'est pas obligé d'avoir un titre de spécialiste pour pouvoir faire de la chirurgie. On a le droit de faire de la chirurgie à partir du moment où on est vétérinaire. Et ce titre de spécialiste, c'est juste, voilà, c'est une reconnaissance supplémentaire, mais qui n'est pas indispensable pour faire de la chirurgie. Voilà pour ces éléments. Alors, quelques notions, je jette un petit coup d'œil à l'heure qui tourne sur la formation au sein de nos écoles. Alors, quelques mots sur les objectifs, sur les modalités pédagogiques, hein, et puis j'en parlerai peut-être de quelques parcours pour se spécialiser après l'école.
Alors déjà, première chose, vous l'avez compris, donc on va former des vétérinaires dans une école vétérinaire, ça paraît assez trivial. Et puis donc un diplôme unique, toutes les espèces, valable dans toute l'Europe, ouvrant à de nombreux métiers. Et le métier de vétérinaire, c'est plein de choses, hein. Donc c'est soigner les animaux, ça on s'en doute. Mais c'est également garantir la santé publique, ça c'est une notion fondamentale, hein. Le vétérinaire, il a assuré des missions de sécurité sanitaire des aliments d'origine animale, la maîtrise des zoonoses, maîtriser les maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme, hein. Et c'est la raison pour laquelle cette profession est une profession réglementée, hein. Donc il y a un ordre des vétérinaires qui régule l'ensemble de ces éléments, hein. Et on a cette mission-là extrêmement importante. Et donc, elle doit bien sûr faire partie de notre enseignement, hein, au même titre que soigner ou protéger des animaux. Préserver l'environnement, développer la recherche et la formation, accroître l'harmonie et de l'interaction homme-animal dans la société. Voilà des missions princeps du vétérinaire. Tout ceci, ça demande des connaissances, on s'en doute assez aisément, mais surtout et beaucoup des savoir-faire, des savoir-être. Et ceci se traduit par des compétences, hein, des compétences. Et on a organisé l'ensemble de notre cursus vétérinaire, c'est vrai, dans les 4 écoles nationales, autour d'un référentiel de compétences. Les anglo-saxons appellent ça les Day One Skills, c'est-à-dire les compétences que nos étudiants doivent absolument avoir en sortant de l'école, donc au premier jour de leur exercice professionnel. Ça c'est des choses qui ne sont pas inventées par nous, hein. On le travaille tout à fait en collaboration avec nos collègues européens, et c'est notamment défini par une association qu'on appelle l'A3EV, qui s'occupe d'harmoniser, hein, le diplôme à l'échelle européenne. Donc, on discute de ce référentiel avec nos collègues européens, de manière à ce que l'ensemble des facultés, écoles qui forment des vétérinaires en Europe, eh bien, se fixent les mêmes objectifs. Donc ça, ces Day One Skills ont été reprises par les écoles françaises et nous ont permis d'élaborer ce référentiel commun. Alors, qu'est-ce qu'il dit en quelques mots, ce référentiel? Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Évidemment, il peut être relativement précis. Il dit des grandes choses suivantes, que d'abord, il y a des compétences qui sont spécifiques au vétérinaire, et on s'en doute. Le vétérinaire, il doit savoir conseiller et prévenir. Il doit savoir établir un diagnostic, il doit savoir soigner et traiter, et puis il doit également savoir, on vient de l'évoquer, agir pour la santé publique, hein, puisqu'il est le sentinelle, le garant de la santé animale et de la sécurité des animaux. Donc ça, voilà, je pense que il n'y a pas d'ambiguïté sur ces compétences-là qui paraissent évidentes pour un vétérinaire. Euh, ce qu'il faut bien rajouter à ça, c'est que le vétérinaire, c'est pas uniquement ça. Il y a aussi des compétences qui sont beaucoup plus transversales et qui sont très importantes, qui sont celles de savoir travailler en entreprise, parce que le vétérinaire, une fois qu'il est installé en activité libérale, mais c'est également un chef d'entreprise qui doit gérer des aspects économiques, administratifs, réglementaires, des ressources humaines. Et donc tout ceci s'apprend également en école. De la même manière, communiquer avec des propriétaires, ça fait partie du travail du vétérinaire, hein. Et on ne peut pas se concentrer que sur le soin à l'animal, il faut aussi savoir, hein, mettre en œuvre l'ensemble des processus qui permettent d'organiser l'activité professionnelle en lien avec les collaborateurs, les professionnels, le public évidemment, et les propriétaires d'animaux en numéro un. Agir en scientifique, hein, ça c'est la base de notre enseignement. On a vraiment une démarche qui est une démarche fondée sur les preuves, hein, donc des choses qu'on enseigne qui sont démontrées scientifiquement, euh, diffusées dans des articles scientifiques, diffusées et contrôlées par les pairs, hein. Et donc ça c'est également quelque chose qu'on inculque à nos étudiants et qui est une démarche absolument fondamentale. Et puis agir de manière responsable, puisqu'on l'a dit, hein, la profession est réglementée, hein. Il y a un certain nombre de responsabilités, à la fois sanitaires, éthiques et sociétales, qui doivent être prises en compte. Donc, vous voyez qu'on a des compétences qui sont tout à fait spécifiques du vétérinaire, et puis des compétences qui sont beaucoup plus larges, qui pourraient s'appliquer à d'autres métiers, hein, et qu'il est très important de travailler pendant les années d'études, et qui sont intégrées à nos unités de compétences. Alors, globalement, je ne vais pas aller trop loin dans les aspects pédagogiques, hein, mais l'idée, c'est d'avoir des équipes pédagogiques qui dispensent un enseignement le plus diversifié possible, hein, théorique, pratique, clinique,
en se servant énormément d'outils du numérique, hein. On a des plateformes pédagogiques avec tout un tas d'outils, des quiz, des vidéos en ligne, des visites virtuelles, voilà, des représentations 3D à manipuler, etc., etc., de manière à avoir le plus possible de contenu pédagogique pour que les étudiants puissent s'emparer par eux-mêmes, hein, de leurs enseignements et participer avec nous à se former. Et donc, un des objectifs vraiment qu'on cherche à travailler avec nos étudiants, c'est qu'ils obtiennent une démarche qui soit proactive, hein, pour qu'eux-mêmes s'assurent que toutes les compétences soient acquises et qu'ils travaillent avec nous pour se former, hein, d'une façon tout à fait collaborative. Euh, on va mettre en place pour ça un système de tutorat, hein. Donc, chaque étudiant dans l'école est accompagné par un enseignant qui l'accompagne pendant toute la durée du tronc commun. Et lors des échanges, hein, qui ont lieu au moins 2, 3 fois par an entre l'enseignant et son tuteur et son tutoré, hein, on va également discuter du projet personnel qui va se construire petit à petit avec nos étudiants en discutant d'activités qui vont pouvoir être faites un petit peu en marge du cursus, hein, où là, nos étudiants peuvent choisir des choses qu'ils souhaitent faire eux-mêmes, du type stage, bien sûr, hein. Ils vont aller faire des stages chez des vétérinaires, mais également des formations complémentaires, des actions d'engagement citoyen, culturel, sportif, qui peuvent être donc discutées avec le tuteur et permettre de valider des crédits qu'on va qualifier de crédits projet personnel, de manière à ce que chaque étudiant puisse, en lien avec son tuteur, construire son propre projet professionnel. On a également donc dans le cursus des périodes de mobilité internationale, 4 semaines de stage obligatoires à l'étranger, de manière à, voilà, aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, hein. Donc ça, c'est obligatoire. Et puis on a certains étudiants qui peuvent faire plus, hein, et plus, c'est notamment aller faire des semestres complets d'études à l'étranger, hein. Alors j'ai marqué 2 types Erasmus. Il y a évidemment beaucoup d'Erasmus avec beaucoup de partenariats avec des facs européennes, faciles à mettre en œuvre, avec en plus des accompagnements financiers pour le faire. Et puis, on a également des partenariats en dehors de l'Europe, hein, notamment Amérique du Sud, où il y a, voilà, beaucoup d'échanges, également Amérique du Nord avec le Canada, le Québec, où on a beaucoup d'échanges, hein. Donc voilà, des possibilités de mobilité internationale qui sont toujours enrichissantes et qui sont possibles à mettre en place. Une des spécificités de l'enseignement vétérinaire, c'est quand même qu'à un moment, il faut manipuler des animaux et donc avoir un abord qui est pratique et clinique. On va pas, c'est toujours un peu compliqué au démarrage, hein, d'emblée aller sur un animal de propriétaire pour s'entraîner à faire des gestes, hein, on comprend facilement. Donc, avant de se mettre en situation réelle, on met en place tout un tas de méthodes pédagogiques qui permettent de faire des simulations, hein. Donc, vous le voyez ici, je vous en parlais un petit peu avec le bâtiment Agora, dans laquelle on a installé cette salle de simulation. On a des plateformes d'apprentissage des gestes techniques sur des modèles inertes, hein, donc qui sont en plastique, des mannequins qui ont été soit achetés, soit créés. Cette salle de simulation, on l'appelle la salle VetSims à l'école d'Alfort. Alors voilà, à titre d'exemple, vous voyez ici cette vache, hein, voilà, alors qui en l'occurrence est recouverte par la couverture. On peut enlever la couverture. Et puis il y a un capot en plastique ici. On peut aller mettre un veau, vous voyez, là le veau qu'on voit sortir ici, il est complètement en plastique avec des membres articulés. Il fait la taille réelle, le poids réel d'un veau. Et vous voyez cet étudiant qui s'exerce à faire cette mise-là, hein, ce vélage, sur ce mannequin en plastique, de manière à s'entraîner à faire le geste sans avoir nécessairement à le faire sur l'animal vivant dans la première fois où il le réalise. Bon, je vous montre ici cet exemple-là sur une vache. Vous voyez qu'on peut faire la même chose ici sur mettre un tube à l'intérieur de la trachée pour faire une anesthésie chez un chien. C'est un geste qui n'est pas toujours évident. On commence par le faire sur un modèle en plastique et avant ensuite de le faire sur un animal vivant, hein. Et puis vous voyez cet étudiant ici qui est en train de réaliser une prise de sang sur la jugulaire d'un cheval, mais ce cheval, il est complètement en plastique et la jugulaire, c'est un tuyau en plastique avec du faux sang à l'intérieur. Donc voilà l'idée, hein, le principe, on a un slogan, hein, c'est de dire jamais la première fois sur un animal vivant. On commence par s'entraîner, on répète les gestes dans les salles de simulation avant ensuite de pouvoir appliquer tout ça sur le réel. Ça, c'est vrai pour les gestes techniques. C'est également
très vrai s'entraîner. Je vous ai parlé tout à l'heure de la compétence communiquer, hein, qui est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. C'est pas toujours inné. Et ça peut se faire, par exemple, ici, vous voyez, là, on a une étudiante ici, vous voyez bien que le chien, ce n'est qu'une peluche, et cette personne ici est un acteur, et cet acteur va simuler des consultations qui peuvent être compliquées, par exemple, mais comment gérer sa communication lorsque on est confronté à devoir réaliser une euthanasie. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent se travailler pour essayer de trouver les bons mots au bon moment, hein, et ça se fait. Alors, vous voyez, l'étudiante est avec un acteur ici. Cette classe-là, c'est un miroir sans pain, et puis on a un groupe d'étudiants derrière qui peut observer ce qui se passe, et puis ensuite, on va avoir des périodes de feedback, de commentaires pour réfléchir ensemble à comment le mieux possible appréhender ce genre de situation. Bon, ça, c'est la préparation. Et puis après, il y a la vie réelle. Et la vie réelle, elle est fondamentale. Hein, donc, ça se fait à la fois dans nos hôpitaux, mais ça se fait également en formation extramurale. Vous voyez ici un groupe d'étudiants qui est envoyé sur le terrain. Donc, on a toute une flotte de véhicules qui nous permettent de partir à l'extérieur de l'école pour aller dans les élevages, pour aller tout de rayonner autour de l'école, pour aller faire un certain nombre d'activités directement sur le terrain. Et puis également des mises en situation réelle en milieu professionnel, puisqu'il y a des stages organisés dans le cursus qui permettent d'aller confronter les apprentissages réalisés dans les écoles avec ce qui se passe chez les vétérinaires. Alors, ces mises en pratique clinique, elles se font dans toutes les espèces, hein. Je vous l'ai expliqué, le tronc commun à la 5e année, nos étudiants sont confrontés à toutes les espèces. Alors, c'est vrai, donc, dans le CHUV animaux de compagnie, celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Donc là, le grand hôpital qui va nous permettre d'accueillir les animaux de compagnie. Le principe, vous le voyez ici, hein, vous voyez, vous avez une petite salle d'attente ici. Là, vous avez des salles qu'on va qualifier de pré-consultation. Donc là, les premières personnes qui voient les animaux arriver, ce sont des étudiants. Ce sont les étudiants qui prennent en charge la consultation, qui vont faire les premiers gestes, qui vont faire l'examen clinique, et puis qui ensuite vont aller présenter ce cas clinique à un interne, à un assistant hospitalier, à un praticien hospitalier, hein, de manière à ce que il y a un contrôle, bien sûr, un contrôle et un apprentissage, hein, mais ça se passe de cette manière-là avec un circuit qui permet aux étudiants de prendre en charge les cas, puis ensuite d'être validés par des enseignants. Donc ça, je vous ai montré le principe chez les animaux de compagnie. C'est la même chose chez les animaux de production. Je vous montre ici le bâtiment qui accueille les animaux de production à l'école avec un amphithéâtre ici qui permet d'accueillir les consultations, hein, dans ce bâtiment qui se trouve ici. Animaux de production, c'est également beaucoup de visites sur le terrain, hein, donc des visites d'élevage. Et c'est également animaux de production, hein, on n'oublie pas toute la partie qui est santé publique vétérinaire, hein, et notamment accès aux abattoirs, hein, pour le contrôle de la qualité sanitaire des animaux. Le CHUV des équidés, donc je vous ai dit, le site normand, alors, qui était déjà très équipé, hein, puisque vous voyez ici, hein, il y a une technique d'imagerie de pointe, la radiographie, l'échographie, l'IRM, le scanner, hein, donc tout ça était déjà ici. Et puis, vous avez vu les travaux que je vous ai présentés. Là, c'était le site il y a 5 ans, et maintenant, il y a un énorme hôpital qui a été créé ici, qui va nous permettre de regrouper sur ce site également et profiter de ces moyens d'imagerie pour la médecine et la chirurgie des chevaux. Ouais, le site est également équipé d'une piscine panoramique comme ça, là vous voyez un cheval nager qui permet la réhabilitation sportive des animaux, hein, donc vraiment des équipements de pointe dans ce domaine. Un dernier hôpital qui est celui de la faune sauvage, hein, donc à l'école d'Alfort, on reçoit des animaux qui sont qui ont été recueillis sur la voie publique ou voilà, qui peuvent être en souffrance et qui nous sont donc apportés et sur lesquels on va faire des soins avant de les confier à des associations qui permettent leur réinsertion. Des stages, hein, tout au long du cursus, on va avoir ce qu'on a qualifié de formation en milieu professionnel. Donc, nos étudiants, dès la 2e année, quand ils se retrouvent tous, la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir des vaches pour que tout le monde ait été confronté à ce qu'est une exploitation laitière, hein. Ça pourrait être des animaux voilà, des bovins allaitants, hein, mais nous, ce qui compte, c'est que voilà, ils aillent voir sur le terrain comment
comment se passe la vie d'un éleveur et comment s'organise la production et notamment la production de lait dans ces exploitations laitières. Euh, En A2, on va également avoir un stage qui d'emblée est vétérinaire, hein, où les étudiants vont commencer à aller voir chez des vétérinaires comment se passe l'activité de soins. C'est vrai également pour les A1, hein, dès le post-bac, on commence déjà à aller chez des vétérinaires et à se poser des questions sur la façon dont les choses se passent sur le terrain. On a ensuite des stages qui vont être en abattoir en A4, A5. On a un stage en 5e année de plusieurs semaines qui s'effectue en clinique pour animaux de production. Et puis en 6e année, des stages qui vont être dépendants de la dominante soit J, soit animaux de compagnie, soit équidés, soit animaux de production. Continuum pédagogique, hein, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, de façon assez logique, plus on va progresser dans le cursus et plus on va aller vers des aspects cliniques, de raisonnement clinique et d'approfondissement. Hein, mais on essaye, hein, là c'est vraiment tout l'objectif de l'ensemble des réformes qu'on peut mener actuellement sur le cursus, euh, d'intégrer au maximum les sciences fondamentales et les sciences cliniques, et donc d'être exposé à des sciences cliniques le plus tôt possible dans le cursus, alors avec la simulation, mais également avec premiers examens cliniques, ça peut se faire dès la A2, on commence à manipuler des animaux et à comprendre comment on va pouvoir faire des diagnostics et les traiter. Alors, dernière année à 6, je vous ai dit, hein, des voies d'approfondissement. Donc, on va parler de dominantes. Hein, donc, alors, les principales, hein, là où la majorité de nos étudiants vont aller, ce sont des dominantes cliniques. Donc, en faisant le choix entre animaux de compagnie, équidés ou animaux de production. Et puis, on a également, je l'ai évoqué, hein, des voies complémentaires vers la recherche. On peut faire en 6e année un master, hein, donc dans une unité de recherche, et puis qui vont permettre, hein, ces masters d'enchaîner sur des thèses universitaires, hein, donc cette fois-ci pour des personnes qui souhaiteraient se diriger vers une activité de recherche en tant que vétérinaire, hein, ce qui est un des secteurs où les vétérinaires sont très recherchés. Alors, ça peut se faire dans les unités de recherche de l'école, bien sûr, mais ça peut aussi se faire dans n'importe quelle unité de recherche dans lesquelles les étudiants souhaiteraient aller. Voie de l'industrie, souvent en double cursus, hein, avec des écoles de commerce, ça peut être ESSEC, ça peut être HEC. Et voilà, il y a des débouchés, hein, très importants pour les vétérinaires dans l'industrie, que ce soit l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique. Et donc là aussi, ce sont des voies qui sont tout à fait intéressantes, même si elles concernent un nombre un peu plus restreint d'étudiants. Et puis enfin, la voie de la santé publique vétérinaire. Hein, on peut en 6e année intégrer l'École nationale des services vétérinaires qui permet de se former au métier d'inspecteur de la santé publique vétérinaire. Et donc, ça fait partie d'une de ces voies d'approfondissement de la 6. Et vous retrouvez ici l'ensemble des facettes, hein, du métier de vétérinaire à représenter dans ces différentes voies. Des démarches qualité qui est un point fondamental, hein, dans nos écoles vétérinaires, c'est-à-dire comment on fait pour s'améliorer de façon permanente et continue. Hein, on va évaluer systématiquement nos enseignements, faire évaluer nos enseignements aux étudiants de manière à d'année en année à prendre en compte les remarques qui sont remontées par les étudiants pour les corriger. Et puis surtout, on est accrédité par des organismes, hein, extérieurs. Alors, à la fois en France, un système qui s'appelle l'HCERES, qui est le système qui est utilisé pour toutes les universités françaises, mais plus spécifiquement pour nous, une accréditation qui est européenne, alors qui s'appelle, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire, hein, qui est absolument essentiel pour certifier que notre enseignement, hein, est bien de qualité et répond aux standards qui sont émis par cette association. Hein, cette association, elle est commune à toutes les facultés européennes. Si jamais vous aviez un souhait de vous former dans une autre école qu'une école française pour devenir vétérinaire, ce qui est tout à fait possible, hein, dans une autre école européenne pour avoir un diplôme équivalent, l'élément essentiel à regarder pour choisir une faculté en dehors de la France, c'est qu'elle soit elle aussi accréditée par la 3EV, hein, qui est un gage de la qualité de l'enseignement.
À la suite de l'école, et je vois qu'il est déjà 10h19, donc je vais aller relativement vite, hein. Vous avez compris qu'on peut faire, on peut aller plus loin, hein. Donc en fin de sixième année, après avoir en poche le diplôme d'état de docteur vétérinaire, on peut réaliser un internat, hein. Donc c'est une année de formation complémentaire à plein temps dans les domaines cliniques, hein. Donc là, on va dire qu'on va être voilà, directement dans le soin à l'animal, dans l'interaction avec les clients et les animaux, hein. Alors, dans les différents domaines, soit animaux de compagnie, soit équidés, soit animaux de production, soit, et c'est relativement plus récent, nouveaux animaux de compagnie, hein, dans lequel on vient de créer un internat également pour ces espèces. Et ça permet d'obtenir le diplôme national d'interne des écoles nationales vétérinaires françaises, donc une année, hein, après la sortie de l'école. Si on veut aller encore plus loin, on va vers des voies de spécialisation et qui passent par des résidanats. Résidanat, c'est 3 ans de formation. Donc, on a déjà fait 6 ans d'école, on a fait un an d'internat, et puis on continue sur 3 ans supplémentaires. Alors, on est déjà en poste, hein. Quand on est résident, on n'est pas que étudiant, on a un salaire. On a un salaire et on est bien. Généralement, on occupe des postes d'assistant hospitalier et on peut participer à des programmes de formation qui sont organisés pour la plupart d'entre eux à l'échelle européenne, hein. C'est ce qu'on appelle un board, hein, donc Résidana, board européen, qui sont voilà, des diplômes qui permettent des spécialisations, cette fois-ci plus uniquement par espèce, mais au sein d'une espèce dans des disciplines médicales. Donc, par exemple, la médecine interne, la chirurgie, la neurologie, l'ophtalmologie, etc. Hein. Et donc voilà, un programme en 3 ans qui permet de passer ensuite c'est un examen, hein, à la fin de ces 3 années pour être ensuite pour obtenir ce titre de spécialiste. Je le redis néanmoins, c'est très important, hein, on n'a pas besoin d'être spécialiste en ophtalmologie pour faire de l'ophtalmologie vétérinaire. Donc c'est une formation complémentaire, mais ça n'interdit pas aux vétérinaires de faire de l'ophtalmologie, même si ils vont se limiter à ce qu'ils savent faire, et celui qui a suivi un résidana ou un board pourra probablement aller plus loin dans les techniques, puisqu'il se sera formé à des choses un peu plus pointues. Mais ça, je redis bien, ça n'interdit pas, hein, un vétérinaire généraliste d'avoir accès à l'ensemble de ces disciplines. Voilà. Également, un petit mot sur ce qui se passe après l'école, hein, puisque les vétérinaires, une fois qu'ils sont sortis d'école, ont une obligation déontologique de continuer à se former, hein. Et donc, on organise dans les écoles, mais pas que, il y a d'autres organismes de formation qui le font également, des formations qu'on va qualifier de post-universitaires, hein, c'est un certain nombre de remises à niveau des connaissances pour des vétérinaires déjà diplômés qui reviennent dans nos écoles ou dans ces organismes de formation pour continuer à progresser tout au long de leur carrière. On comprend assez facilement l'importance de cette action, compte tenu du fait de l'évolution fréquente et permanente des connaissances dans le domaine médical et vétérinaire, hein. Et ce qui était appris à la sortie de l'école évolue forcément au bout de 10-20 ans d'exercice. Voilà, donc je vais conclure sur le fait que, vous l'avez vu avec ces quelques diapos, hein, l'école d'Alfort, c'est une école qui est ancrée dans un héritage historique dont on est fier d'ailleurs, hein, qui permet d'avoir un site assez exceptionnel au cœur de la région parisienne. Et puis, en constant renouvellement, tourné vers la modernité. Vous avez vu les nouveaux bâtiments qui se créent en Normandie, l'ensemble des bâtiments qui ont été créés sur le campus alforien et qui nous permettent, je l'espère, de dispenser un enseignement de qualité. Donc les grands points forts, c'est le continuum pédagogique, hein, depuis la A1 jusqu'à la A6, les cliniques et les équipements de pointe, les parcours personnalisés et puis un accompagnement individualisé par le tutorat. Et tout ceci en harmonie, je l'espère, avec une vie étudiante très active, hein. Mais je sais que des rencontres sont organisées avec nos étudiants cet après-midi, donc je pense que ce seront les meilleurs ambassadeurs pour vous parler de cette vie étudiante, et vous aurez l'occasion d'en discuter avec eux si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous propose donc de passer à une séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Merci pour cette présentation. Du coup, il y a eu beaucoup de questions. Je les ai regroupées en plusieurs catégories. Donc, d'abord, il y a des questions sur les voies des concours et, Oui, et avec 2 cas personnels.
dans ces questions-là, et aussi des questions qui concernent le NVA et son diplôme. Très bien. Donc, pour les voies de concours, déjà, il y a une demande sur le choix à faire au lycée pour le concours post-bac. Euh, on demande quelles spécialités sont les meilleures à choisir. Oui, alors il n'y a pas de, enfin il y a pas de meilleure spécialité parce qu'en fait tout compte de manière équivalente parmi un choix de trois spécialités dont on a besoin plus tard, hein. Donc nous on a fait le choix de dire que ben, ce qui nous servait le plus c'était ben, la biologie, hein, la physique-chimie et les mathématiques. Dans cette triplette-là, c'est équivalent, hein. Donc, on peut choisir euh, une des, enfin, voilà, de préférence en première les trois, et puis en terminale, on en garde deux parmi les trois. Il faut, alors sur le principe du concours post-bac, hein, c'est quand même sur la première sélection, on a un très très grand nombre de dossiers, donc on doit nécessairement se baser sur les notes qu'on reçoit des lycées, hein, et de ce fait, ben, il faut faire en sorte de choisir des spécialités dans lesquelles on est les plus à l'aise et on a les meilleures notes, hein, de façon, voilà, parmi les trois que je viens d'évoquer. Donc, voilà la réponse sur ça, hein. Ok. Ce qui compte, c'est la triplette. Et après, on a une question sur la voie des BUT et des licences. On demande Ouais. quel est le BUT ou la licence qui permet de passer le concours et combien de places sont disponibles pour ces voies. Alors, sur le nombre, sur le nombre de places, alors l'arrêté n'est pas encore officiellement sorti, je crois. Donc, moi, là, je n'ai que des informations préliminaires, hein, donc ça demande confirmation. Sur le nombre de places, je reprends l'ensemble, hein. Sur la BCPST, on va avoir 70 places. Euh, et ensuite, sur les trois autres voies, donc B, C et D, on a 40 places. On a 40 places et en gros, ça va être un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on va avoir 13 places pour les licences, 13 places pour les BUT et 13 places pour les BTS, BTSA. Ok. Chiffre néanmoins à confirmer. Là, pour moi, ce ne sont que ce ne sont que des chiffres préliminaires qui demanderont une validation du ministère. Et, euh, et après, on demande un peu plus de précision sur la voie C, et notamment sur la classe ATS Bio. Et c'était aussi une question pour savoir si le concours BUT est le même que le concours BTS. Alors, deux excellentes questions. Alors, sur la prépa ATS Bio, en fait, donc là, elle était on est en période de transition, elle disparaît complètement, hein. Donc, la prépa ATS Bio disparaît. Je crois que j'avais une diapo là-dessus, ça, je vais peut-être vous la remontrer, ça sera plus clair. Ne bougez pas, hein. J'arrive tout de suite. Alors, attendez, il faut que je repartage mon écran. Je vais y arriver. Alors, oui, voilà cette diapositive. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Ouais, là on voit. Oui, Antoine, merci. Donc avant, on avait pour la voie C, les DUT en deuxième année et les BTSA en deuxième année qui pouvaient, par sélection, entrer dans une classe prépa qu'on appelait la prépa ATS Bio. C'est à la fin de cette classe prépa ATS Bio que les étudiants passaient un concours qui leur permettait de rentrer dans les écoles vétérinaires par la voie C. Voilà. Donc ça, c'était le dispositif qui était antérieurement en œuvre.
Maintenant, vous voyez qu'il y a une séparation complète entre la voie BUT et la voie BTS. Donc, on va avoir un concours BUT qui est organisé pour les BUT 2 ou les BUT 3. Hop, et ça fait rentrer un certain nombre d'étudiants directement dans les écoles vétérinaires. Donc là, il n'y a plus de classe prépa ATS bio. Les étudiants arrivent directement dans les écoles vétérinaires sans passage par une prépa ou une classe passerelle, voilà, arrivés direct en école. À l'inverse, pour les BTS, les BTSA, donc là, le concours a lieu à la fin du BTSA. Il n'y a plus de classe prépa. Le concours a lieu directement ici. Et c'est une fois qu'ils ont passé ce concours, ils savent déjà qu'ils sont admis en école vétérinaire, qu'ils vont être admis dans une classe passerelle qui leur permet de se mettre à niveau pour intégrer les écoles vétérinaires. Donc là, pour le BTSA, il y a une petite année supplémentaire, mais qui a bien lieu après le concours, alors qu'avant, c'était avant le concours. Donc on ne parle plus de prépa ATS bio. Elle n'existe plus. Et c'est les mêmes enseignants qui du coup vont organiser les classes passerelles, mais néanmoins ces enseignants ne font que préparer les étudiants à l'entrée dans les écoles, alors agro et véto, et non plus préparer à un concours. Est-ce que ça répond bien à la question? Ouais, je pense que ça répond bien. Euh, et après, il y a encore une question concernant les voies d'accès. Oui. C'est une question qui a été posée sur le cursus d'école d'ingénieur type chimie biotechnologie. Est-ce que ça peut être intéressant pour préparer le concours? Alors, je manque peut-être un peu d'informations là. Là, sur une voie BUT, là, je sais pas exactement quelle est la. Ouais, je sais pas exactement. C'est une question qui a été posée comme ça, sans plus de précision. Oui, oui. Alors, non, je n'ai peut-être pas assez de contexte pour bien comprendre la question là. Ok. Euh, Après, du coup, c'est deux cas personnels. Il y a une personne qui demande euh, quelle est la date limite de transmission des résultats de L2 après admission. Parce que c'est une J'ai personne. j'ai Bon. essayé de répondre, hein, j'ai essayé de répondre en renvoyant cette personne sur le SCAV, mais apparemment le SCAV les renvoie vers nous. Donc là, c'est vraiment un cas très particulier. J'avoue que j'ai pas de réponse. C'est une personne qui est dans une université avec un calendrier décalé. Bon, je crois que c'est une question à nous reposer par mail à titre personnel. C'est très très spécifique. Ouais, et puis là, j'ai Ok. pas la réponse non plus comme ça. Et après, il y a encore une autre question. C'est une personne qui va être diplômée d'un doctorat de biologie. Et elle disait qu'au vu du faible nombre de places disponibles, est-ce que c'est mieux de passer par le concours de licence? Alors là aussi, j'ai répondu que administrativement, fallait vérifier avec le SCAV que c'était possible. Voilà. Donc, dans l'absolu, ça peut être possible. C'est encore quelque chose de très spécifique, vraiment à vérifier auprès du SCAV. Ok. Bah après, on peut passer, si vous voulez, aux questions qui concernent plus le NVA et son diplôme. Ouais. Et d'abord, il y a une question pour savoir quelles sont les spécificités de l'NVA et des autres écoles. Ouais, c'est facile, c'est la meilleure. Non, là, non, C'est- sans boutade. Donc, on fait tous la même chose. Nos cursus peuvent être organisés un tout petit peu différemment parce que on peut regrouper les choses un peu différemment, mais globalement, les choses enseignées sont les mêmes. Les choses enseignées sont les mêmes et les compétences visées sont les mêmes. Donc, on organise un petit peu différemment la façon d'y arriver, mais le entre guillemets produit final, même si le terme n'est pas très bien choisi, c'est le même. Après, on peut avoir des petites spécificités qui sont des spécificités historiques de secteurs qui sont peut-être un peu plus renforcées que d'autres. Ça ne change rien à la formation initiale. C'est-à-dire que même si bon, vous avez vu les installations là, par exemple sur le campus et qu'un Normand Valfort, euh, de façon évidente, là, on a des moyens diagnostiques, etc., qui sont extrêmement performants, qui vont nous permettre d'aller plus loin dans les spécialisations, dans les résidanats et cet ensemble de choses. Et pourtant, ça ne change rien à la formation initiale. Donc, on peut éventuellement voir des petites différences d'école sur si on souhaitait rester dans l'école après pour aller faire un résidanat, etc. Voilà, puis il y a peut-être certains secteurs qui sont plus développés que d'autres, mais sur la formation initiale, ça ne change pas grand-chose.
Les grandes forces d'Alfort, c'est le nombre de cas vus. C'est-à-dire là, on a quand même les hôpitaux en France, voire même en Europe, hein, qui reçoivent le plus d'animaux et donc une très grande diversité des cas cliniques vus. C'est particulièrement vrai sur les animaux de compagnie. Hein. On est en plein milieu de la région parisienne. On a des hôpitaux très, très développés, très spécialisés. Donc, on a une clientèle qui est très variée, très diversifiée, hein, avec un très grand nombre de cas cliniques. Alors, c'est une vraie force, hein, c'est une vraie force parce que du coup, ça permet d'exposer des étudiants à de nombreux cas. Mais je dois vous l'avouer aussi, des fois, les étudiants, ça les fait râler un peu aussi parce que c'est aussi beaucoup de boulot hein, d'organiser tout ça et de participer avec nous à ces activités de soins. Donc voilà, hein, les grandes forces. Ouais, merci pour cette réponse. Et après, c'est une personne qui demandait, qui voulait savoir comment se passent les examens dans l'école et comment on passe d'une année à la suivante. C'est moi qui réponds ou c'est toi, Antoine? Tu veux répondre? Bah ouais, je peux répondre. Allez, Bah, en fait, c'est des examens qui ont lieu à chaque fin de semestre. Donc, et pour passer d'une année à la suivante, juste il faut valider tous les examens de chaque unité de compétences. Voilà. voilà, je suis d'accord avec toi. Et puis avec des possibilités, parce on a le droit de ne pas avoir un parcours parfaitement linéaire, hein. Il peut y avoir des petits échecs, des moments où il faut retravailler un peu plus sur certains domaines. Et donc, il y a des possibilités. Alors, d'une part, si jamais il y a un échec à un examen, d'avoir des séances de rattrapage, hein. Donc, s'il y a eu un échec à la fin d'un semestre, on peut, avant de rentrer dans l'année suivante, passer une session de rattrapage. Et puis, si vraiment il y a un échec qui continue à être présent au moment de ce rattrapage, possibilité de cumuler, c'est-à-dire d'emmener dans l'année suivante une unité d'enseignement sur laquelle on doit retravailler l'année suivante. Par contre, au-delà, hein, parce que sinon ça met en difficulté les étudiants d'avoir trop de choses à cumuler en même temps que l'année suivante. Hein. Donc là, on ne va pas vers dans ce cas-là, on organise un redoublement, hein, tout simplement. On va prendre le temps de revenir sur les notions qui n'ont pas été acquises pour que tout se passe bien. Après, il y a une personne qui demandait si c'était possible d'avoir plus de précision sur les ECTS. Ouais. Euh, Alors, les ECTS, quel est le principe? Alors, ECTS, ça vient de Bologne, hein, où il y a une réunion de l'ensemble voilà, des universités européennes. Alors, c'est assez ancien, hein. L'idée étant que, on puisse avoir un système de reconnaissance mutuelle entre les universités, quel que soit le pays européen, pour faciliter les échanges. Donc, le principe de ECTS, c'est très simple, c'est de convertir un nombre d'heures de travail étudiant en un certain nombre de crédits. Donc, un ECTS, c'est entre 25 et 30 heures de travail étudiant. Donc, alors quand je dis travail étudiant, hein, le travail étudiant, c'est participer aux enseignements. Donc, quand on suit un cours magistral, quand on suit des travaux dirigés, ça compte des heures, mais pas que, parce qu'il y a aussi tout un travail qui est même, je pense, le travail fondamental, qui est un travail personnel. Donc, ce travail-là est compté également et donc permet de faire un calcul de CTS. Et donc, un semestre d'enseignement, donc ça, c'est ce qui a été établi à l'échelle européenne, c'est 30 ECTS. Hein. Et donc, vous voyez que si on multiplie par 25, on va être en gros entre 750 heures et 900 heures de travail par semestre, hein, en comptant le travail personnel. Donc c'est juste une façon de comptabiliser le travail. Et puis, une fois qu'on a passé les examens et validé une unité d'enseignement, ça permet d'acquérir un certain nombre de CTS qui correspondent à cette conversion, hein, d'heures de travail en crédit. Et à partir du moment où un crédit de CTS est validé, il l'est pour n'importe quelle, alors la fac en question, mais également n'importe quelle fac européenne. Henri, tu peux peut-être départager ton écran? On a toujours Ah, pardon, la oui, je réforme du départage. concours C. Ça marche. Ça me permet de vous voir en direct. ok, merci. Et après, on a une question concernant la sixième année. Ouais. Qu'est-ce qui est possible de faire si notre objectif c'est d'exercer en mixte?
Alors, les textes des arrêtés ministériels prévoient pas de mixte euh, parce que l'idée, c'est justement d'aller un peu plus vers une des espèces. Et je rappelle que la fin de la cinquième année, là, pour le coup, elle est complètement mixte. Donc, on a vu toutes les espèces en fin de cinquième année. Et la sixième année n'est qu'un moyen d'aller un peu plus loin dans une des espèces. Quand on choisit la dominante, par exemple, à une autre production, on sait déjà, oui, on pourra être vétérinaire pour animaux de compagnie. Il y a pas de problème pour ça, hein. Donc c'est juste ce que permet la sixième année, c'est juste d'approfondir un peu dans une des espèces, mais ça va justement vers des mixtes, hein. Donc il y a pas il y a pas d'incompatibilité avec ça. Donc après, c'est en fonction de ses choix personnels. Quel est le type d'espèce qu'on a le plus envie d'avoir dans son activité professionnelle, hein. Et ce choix de sixième année, par ailleurs, n'empêche absolument pas plus tard dans sa vie professionnelle de revenir sur une autre espèce. Donc on peut très bien avoir choisi, je ne sais pas quoi, une dominante équidée, et puis à 35 ans, ne faire que de l'activité canine. Absolument pas un problème. Il y a d'autres questions autour de ça. Peut-être tu pourrais expliquer le fait qu'on peut changer d'école pour la dominante de sixième année. Ah oui, ouais, très bonne remarque, hein. Il y a des questions qui tournent autour de ça. Ouais. Donc en sixième année, donc vous avez compris, on choisit une dominante, mais on peut choisir une école également. Donc on peut sans difficulté choisir d'aller faire sa sixième année dans une autre école que l'école du tronc commun. Donc là, on met tous, chacune des écoles font des présentations de comment sont organisées leurs dominantes et les étudiants choisissent où ils veulent aller, hein. Donc voilà, s'il y a une particularité de dominante de sixième année qui vous intéresse plus dans une autre école, c'est tout à fait faisable d'aller dans une autre école. Ok, Je vois un truc là, je merci. vois du chat au fur et à mesure. Le NVA spécialisé autour de la canine, le NVA est spécialisé partout, hein. Donc là encore, hein, il y a pas de, il y a effectivement des nombres de cas vus qui sont particulièrement importantes en canine parce qu'on est en plein milieu de la région parisienne. Mais néanmoins, on est spécialiste dans tous les domaines, hein. Donc quelle que soit l'espèce. Ok, merci. Et ensuite, on a une question concernant le diplôme. Est-ce que c'est possible d'exercer à l'international avec le diplôme d'Alfort? Oui, oui, bien sûr, puisque le diplôme d'Alfort, hein, mais il n'y a pas de diplôme d'Alfort, le diplôme il est national, hein, c'est un diplôme qui est le même pour les 4 écoles nationales. Euh, il permet d'exercer dans toute l'Europe sans aucune restriction, dans tous les pays européens, hein. Mais ça, c'est pas que pour les vétérinaires, hein, c'est vrai pour tous les diplômes européens. Quand on est diplômé dans une école reconnue dans un État membre, ce diplôme est reconnu dans tous les autres États membres. Après, si on sort de l'Europe, ça dépend un peu des pays, hein. Il peut y avoir des équivalences demandées dans certains pays, notamment pour le système américain. Faites attention d'ailleurs sur le système américain parce que il y a également un système d'accréditation qui s'appelle l'AVMA pour le système américain. Le fait d'être accrédité AVMA pour une école française ne change pas grand-chose parce que de toute façon, il faut quand même aller repasser une équivalence aux États-Unis, qui sont extrêmement restrictifs sur la façon de. Voilà, bon, ils veulent absolument contrôler avec un examen qui leur est propre l'entrée de nouveaux vétérinaires sur leur territoire. Donc, quoi qu'il arrive, que l'école soit accréditée ou pas, il faut quand même repasser des examens. Euh, En Angleterre, à partir du moment où l'école, alors vous savez que l'Angleterre est plus, bien sûr plus dans l'Europe, hein. Donc maintenant, la nouveauté, c'est que les Anglais exigent que la faculté européenne, pour que le diplôme soit reconnu, que la faculté européenne soit accréditée par l'A3EV, hein, cette fois-ci l'accréditation européenne. Et sinon, alors je ne connais pas toutes les spécificités d'autres pays en dehors de l'Europe, mais généralement, les diplômes européens sont quand même facilement reconnus dans les pays étrangers. Merci. Ensuite, on a une question sur la spécialisation.
Comment Ouais. se spécialiser en ostéopathie animale? Ouais, alors je vois passer moi là un truc. Est-ce que Alfor est accrédité AVMA? Non, elle ne l'est pas et elle ne le sera jamais parce que ça n'a aucun intérêt. Donc nous, notre système d'accréditation, il est européen, donc ce qu'on souhaite, c'est une accréditation européenne. Et comme je vous le disais, l'accréditation AVMA, elle ne fait que partiellement répondre à la question de la reconnaissance de diplôme aux USA. C'est un système qui est extrêmement coûteux. Ça coûte plus de 100 000 euros par école pour se faire accréditer par ce système. Donc, globalement, c'est un truc commercial et nous, on n'a aucun intérêt à rentrer là-dedans. Ni nous, ni nos étudiants. Je préfère utiliser ces 100 000 euros pour créer des équipements pédagogiques plutôt que de faire une accréditation qui ne sert à rien. Donc non, elle ne l'est pas, mais par choix. C'est pas parce qu'on l'a raté, c'est parce qu'on ne veut pas y aller, ça ne sert à rien. Et alors, repose ta question, Antoine. C'était comment se spécialiser Ostéopathie. ouais, en ostéopathie. Ouais, alors ostéopathie, ben, en fait, donc, alors, en ostéopathie, ce qui est, voilà, il y a quand même un certain nombre bon, il y a pas mal d'officines, j'emploie un peu volontairement ce mot-là, qui crée des formations à l'ostéopathie dont la régulation est un tout petit peu, voilà, laisse un peu à désirer. Quand on peut être ostéopathe animalier. Dans ce cas-là, il y a une reconnaissance à avoir qui passe par un diplôme qui est organisé par l'école d'Oniris. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui se sont formées en ostéopathie sans être vétérinaires. Et la voie royale pour faire de l'ostéopathie, c'est l'inverse, c'est-à-dire d'abord avoir le diplôme vétérinaire et puis ensuite se former à l'ostéopathie par alors des formations qui peuvent être organisées en interne dans les écoles, des diplômes inter-écoles ou des diplômes d'école qui permettent d'aller plus loin dans ces éléments-là. Donc, voilà. Le plus efficace, c'est d'abord d'être vétérinaire et ensuite de faire de l'ostéopathie en étant vétérinaire plutôt que ostéopathe. Ok, merci. Ensuite, on a pas mal de questions sur tout ce qui est zoo et faune sauvage. Oui. Euh, Il y a une personne qui a demandé si c'était possible d'intervenir dans les zoos et les réserves naturelles et à partir de quelle année. Bah, tout est possible. Zoo, il suffit de partir en stage. Donc, ça peut être dès la première année où on peut aller en zoo. Maintenant, il faut être tout à fait lucide sur la position du vétérinaire en zoo. Euh, bah, comme vous le savez, il y a relativement peu de zoos, donc il y a très peu de postes de vétérinaire en zoo. Donc, on peut faire de la médecine vétérinaire qui est consacrée aux nouveaux animaux de compagnie, voilà, où là, il y a effectivement un marché. Par contre, sur des vétérinaires qui seront embauchés dans des zoos en tant que vétérinaires, bah, ça se compte sur les doigts de la main. Donc, il ne faut pas se faire trop d'illusions quand même sur les postes disponibles dans ce type d'activité. Ok, merci. Et ensuite, on a des questions sur la spécialisation. Est-ce que c'est possible de réaliser une dominante sur les soins aux animaux sauvages? Et aussi, est-ce que c'est possible de se spécialiser en faune sauvage locale? Alors, dominante faune sauvage, non, non, ça n'existe pas, mais ça, c'est pas des volontés d'école, hein, c'est le ministère qui détermine les dominantes accessibles pour le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une dominante pour un secteur d'activité qui est en fait un secteur d'activité extrêmement réduit. Donc, la dominante qui existe, c'est la dominante animaux de compagnie, et dans animaux de compagnie, il y a également nouveaux animaux de compagnie. Donc, quand on choisit la dominante animaux de compagnie, on va également avoir des semaines consacrées aux nouveaux animaux de compagnie, mais plus que la faune sauvage, là, c'est vraiment l'aspect nouveaux animaux de compagnie traités par les vétérinaires. Sur la faune sauvage elle-même, comme vous l'avez vu, on a donc un centre universitaire qui est hospitalier universitaire qui est dédié à la faune sauvage. Donc, on reçoit des animaux qui sont effectivement la faune sauvage locale autochtone, des hérissons, des pigeons, etc., qui viennent de la région parisienne, et là sur lesquels nos étudiants sont associés aux activités de soins
dès le début du cursus. Hein. Là, on organise notamment, dont je vous ai parlé un petit peu des crédits de projet personnel. Hein, le fait de participer à cette activité de soins auprès des animaux de la faune sauvage permet d'acquérir des crédits de projet personnel validés par la présence dans ces hôpitaux. Donc ça peut se faire très tôt dans le cursus, ouais, sans problème. Merci. Et après, du coup, j'ai vu une question passer tout à l'heure, c'était est-ce que l'école du Nila-Salle est reconnue en France? Et- Oui, oui, oui. L'école Unilassal, elle est créée par décision ministérielle. Hein, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, il reste encore pour Unilassal à se faire accréditer par ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'association A3EV, donc l'accréditation européenne. Or, l'accréditation européenne, elle ne peut être effectuée dans une école que lorsque les premières promotions sont sur le marché du travail. Donc la 3EB n'accréditera pas l'école d'Unilassal tant que l'ensemble du cursus sera couvert. Ce qui veut dire que cette accréditation européenne, elle devra attendre les premières promotions sorties. Donc pour l'instant, il y a une incertitude sur cette accréditation. Ce qui ne veut pas dire que le diplôme n'est pas reconnu, hein, puisque le ministère a reconnu le diplôme. Mais voilà. Donc nous, à ce jour, oui, oui, évidemment, le diplôme est reconnu. Ok, merci. Après, j'ai plus de questions de noter sur de réunis, mais il y a des questions qui arrivent dans le chat. Ouais. Peut-être que Catherine a vu des choses auxquelles on pouvait répondre à tout le monde, plus que par le chat ou... Non, j'ai essayé de répondre d'un peu. Y avait une question sur une légende urbaine qui semblerait qu'il soit dit que si un étudiant de première année est brillantissime, il passe directement en deuxième année en cours d'année. Donc j'ai bien dit que non. Ouais. Voilà, donc ça c'était un peu pour l'anecdote. Bon, ben, il y a on vous en avait déjà parlé, pas mal de questions sur les NAC, la faune sauvage, les spécialités, ça on a vu. Il y a quelqu'un qui demandait qu'on revienne sur la voie A et les prépas, mais c'était pas précisé sur de quelle manière la personne souhaitait qu'on revienne là-dessus. Donc, enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même fait pas mal le tour. Il y a des questions sur la mobilité, tu l'as dit, hein. C'est obligatoire, soit un stage de 4 semaines. Ah oui, il y a une question, Henri, peut-être tu pourrais développer un peu. Quelqu'un demande si les stages du cursus, il faut les trouver par soi-même ou si l'école propose des stages. Donc peut-être on peut parler de ce qui est en place au niveau des 4 écoles de stage VET. Ben oui, ben oui. Alors, euh, donc oui, l'école propose des choses, et alors pas que l'école, puisque effectivement, comme Catherine l'évoque, on a un dispositif qui s'appelle StageVet, qui est en fait une plateforme Internet sur lesquelles les vétérinaires qui souhaitent recevoir des stagiaires déposent des annonces. Et puis, nos étudiants eux-mêmes remplissent un profil sur lequel ils disent quel type de stage ils souhaitent faire, donc quel type d'activité, est-ce que c'est plutôt animaux de compagnie, animaux de production, équidés, quelle durée, est-ce qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier d'un logement, etc. Bref, ça marche un peu comme un Airbnb du stage vétérinaire. Et puis, une fois que chacun a rempli son profil, vous avez une grande carte de France qui apparaît sur votre écran avec tous les lieux de stage qui sont proposés par les vétos qui se sont engagés en s'inscrivant sur ce site dans une charte pédagogique, hein, et donc qui voilà, sont le plus possible briefés sur ce que c'est que d'encadrer un étudiant, ce que c'est de recevoir un étudiant en stage, quelles sont les attentes pédagogiques, comment ils vont participer à l'évaluation des étudiants, etc., etc. Donc oui, hein, tout ça est organisé par une plateforme numérique qui par ailleurs, alors outre le fait de faciliter les mises en contact, permet également d'organiser toute la partie administrative, la création de la convention de stage, les évaluations réciproques, parce que les vétos donnent un avis sur ce que font les étudiants qui sont en stage chez eux,
mais les étudiants donnent également un avis sur la clinique vétérinaire, hein, ce qui permet, nous aussi, de contrôler la qualité des cliniques qui vous reçoivent. Voilà un petit peu l'idée. Alors peut-être, il est 11h moins 5, peut-être une dernière question là. Peut-on espérer, au vu du manque de vétérinaires en France, que le nombre d'admis soit revu à la hausse aux différents concours dans les années à venir? Une question inhabituelle, mais... Non, non, mais c'est une très bonne question parce qu'on bon, alors, on sait que le besoin vétérinaire en France est fort, hein, donc nous, alors les écoles vétérinaires ont fait tout ce qu'elles pouvaient là pour élargir les murs, hein, et repousser les limites parce que hein, vous comprenez, là on a plus de 50% d'augmentation d'effectifs, c'est énorme hein, à l'échelle d'une école parce que bah, il faut les locaux qui suivent, il faut le nombre de cas cliniques qui suivent, vous avez compris, hein, on a des impératifs pour nos accréditations, d'avoir un certain nombre de cas cliniques par étudiant, hein, et également un certain nombre d'encadrants par étudiant, parce que sinon la qualité de la pédagogie se dégrade. Donc là on est passé de promotions qui étaient d'environ 120 étudiants à des promotions à 180 étudiants. On commence à être un peu à la limite là, de ce qu'on peut faire en termes d'effectifs dans chacune des écoles parce qu'on commence à avoir des problèmes là, de locaux, d'encadrement, etc. Donc ça va être compliqué dans les écoles nationales de continuer à augmenter les effectifs. C'est aussi pour ça que le ministère a autorisé la création d'une école privée, hein, et puis d'accompagner cette nécessité d'augmentation. Pour tout vous dire, il y a également, bon, vous le savez, hein, la possibilité de se former dans d'autres écoles européennes, hein, et donc on a beaucoup d'étudiants qui se forment dans des écoles européennes et qui reviennent ensuite exercer en France, hein, et donc bah, tout ça doit être pris en compte par le ministère pour établir le nombre de vétérinaires qui vont s'installer ensuite en France. Donc voilà où on en est sur ces réflexions qui sont extrêmement complexes, hein. On souffre en fait de décisions politiques qui ont été prises dans les années 80 où il y a eu un numerus clausus trop important sur le nombre de vétérinaires et donc qui se répercute voilà, à 30 ans d'écart, hein. Donc, ça c'est une évidence, mais vous savez que on le constate ça également en médecine humaine, c'est pas tout à fait spécifique de la médecine vétérinaire. Alors peut-être enfin, c'est pas moi qui donne le signal de la fin, mais là je vois une question qui intéresse plus peut-être les parents, en tout cas les financeurs des études. Euh, donc je comprends tout à fait, qui demandent quel est le budget à prévoir pour ce type d'études. Mm. Donc je donne quelques éléments, Henri, tu compléteras. Alors la première chose, c'est les frais d'inscription annuels sont les mêmes pour les 4 écoles, ne sont pas décidés par les écoles, mais par arrêté ministériel. Et actuellement, c'est 2800 euros par an, donc 2800 euros par an. Tout est bien indiqué sur notre site, hein, vous pourrez le revoir, sachant que les boursiers sur critères sociaux, la première chose, c'est qu'ils ne payent pas ces droits d'inscription-là. Et le point important, c'est qu'il faut absolument que les familles fassent des simulations sur le site du Crous parce que on est beaucoup plus facilement boursier en études supérieures qu'au lycée. C'est-à-dire que tous les gens qui sont boursiers au lycée sont quasi automatiquement boursiers en études supérieures, mais si vous n'êtes pas boursier au lycée, faites une simulation, vous pouvez, les critères ne sont pas les mêmes, vous pouvez être boursier en école, en études supérieures. C'est au niveau national, ce sont des règles nationales. Donc, quand vous êtes boursier, vous n'avez pas ces 2800 euros annuels, donc à multiplier par 5 ou par 6 selon votre année d'entrée. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est sûr que je ne peux pas donner de chiffres précis, mais bien évidemment, il faut prévoir les stages, les déplacements pour les stages, il faut prévoir la mobilité à l'international. Bon, il n'y a pas énormément de matériel, hein, une fois qu'on a une paire de bottes, des cottes, ça, c'est pas ça du tout le plus onéreux. Et puis, évidemment, selon l'école où vous êtes, le logement. Voilà. Et donc, soit vous avez une chambre en résidence, soit il faut trouver un logement. Éventuellement, on dit beaucoup aux jeunes de chercher en colocation. Donc voilà, ce sont des questions importantes qu'il faut aussi prendre en compte. Alors évidemment, les écoles, et en particulier la nôtre, ont des systèmes d'aide financière, mais
avec, comme le disait le professeur Château, plus de 1000 étudiants maintenant, malheureusement, nos systèmes d'aide financière ont aussi une limite. Donc, c'est des choses à estimer et voilà, à nouveau, les sites des écoles donnent beaucoup d'informations là-dessus. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux à cette préoccupation tout à fait légitime. Merci Catherine. Antoine, as-tu vu d'autres questions passer qui demanderaient un éclairage? Non, j'ai pas vu d'autres questions passer. Bon. Merci à tous pour cette présentation. Merci aux participants aussi. Donc, cette conférence est disponible en replay sur le site de l'école et vous pouvez accéder à d'autres conférences tout de suite à partir de 11 h sur la page du forum. Voilà, merci. Merci beaucoup Antoine. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Au revoir.